Là, cet après-midi, c'était de pouvoir vous faire aussi une application un peu terrain et que vous puissiez voir clairement aujourd'hui comment ça se déroule un test de A à Z. Donc on a choisi un cycliste, pourquoi? Parce que c'est quand même plus simple là de faire venir là, tout le monde peut rester ici que de le faire soit dehors, soit sur tapis en course à pied ou en vampire à natation. Donc voilà, l'objectif c'est on va reprendre sur la base de ces tests-là. Il nous restait quelques diapos de ce matin qu'on va faire. Vous allez pouvoir vous passer en même temps que le test. Vous allez voir que durant le test ça dure 1h30, mais en soi, vous prenez le temps de test à chaque fois. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de périodes de récupération entre les tests. Donc on le laissera récupérer et nous on pourra continuer à discuter. Et une fois que le diapo est passé, voilà, l'objectif c'est de pouvoir aussi essayer d'échanger si vous avez des questions spécifiques, revenir sur des points spécifiques. Je pourrais vous montrer directement le logiciel Insight, comment ça se passe sur l'outil en ligne. Vous verrez en fait sur toutes les courbes d'évolution. Moi je vous ai montré, c'est des screenshots au final, mais sinon vous avez vraiment toutes les courbes avec les valeurs de combustion, synthèse, tout ce que vous voulez. Donc on pourra en discuter des nouveaux entraînements qui sont sortis. Donc voilà, je pense que cet après-midi on va passer sur ça. Donc là, Hugo il a fini son échauffement. Donc comme on a dit, la première phase d'échauffement, ce que je lui ai fait faire, ça a été un échauffement progressif. Il est parti là, si on vous donne les watts, pour plus de 120 watts, il a fini à 220 à peu près. On a incorporé 2 sprints progressifs dedans de 15 secondes pour pouvoir préparer les premières intensités. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais lui demander de s'arrêter de rouler. On va faire la mesure de lactate, donc pré-exercice. Donc je ne sais pas ceux qui aujourd'hui ici utilisent lactate. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent? Bon, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Pour revenir sur un point clé qui est la réglementation au niveau des lactates en France, ça a été un point qui a été compliqué en sachant de dire est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est une infirmière, est-ce que c'est telle personne qui a le droit. Aujourd'hui, on s'est renseigné. Donc moi, là, au Krebs de Bordeaux, je fais j'ai l'accord en fait du médecin du Krebs pour pouvoir les faire. Donc voilà, on lui montre qu'on sait faire une mesure de lactate. En soi, il n'y a rien de méchant. Hein, c'est moins pire que s'il se frotte contre le mur et qu'il s'ouvre le bras en soi. Hein, c'est une micro goutte de sang qu'on prend. Et pour le reste à côté, c'est de soit sinon vous pouvez faire signer des décharges complètement, enfin une décharge pour vous dire qu'il n'y a pas de souci. En soi, il y a eu à un moment donné avant une grosse réglementation là-dessus. Aujourd'hui, on essaie de se renseigner sur les choses. Il n'y a plus de réglementation. Il n'y a pas de diplôme de préleveur de lactate ou des choses comme ça. C'est réellement. Vous verrez, donc ce que vous avez besoin, c'est facile, c'est un autopiqueur aujourd'hui qui va me permettre de le faire à l'oreille. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prendre sur le lobe inférieur de l'oreille, comme ça il y a le sang, on va dire, qui tombe un peu, ok. Donc on n'a pas besoin d'appuyer comme n'importe quoi, on a juste besoin de mettre l'autopiqueur. On appuie sur la bandelette, on entend, ça fait mal? Non. Voilà, il n'y a rien. Là où ça devient, on va dire, un peu plus précis, ça va être sur le moment de comment on prend les lactates. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le truc, il est opérateur dépendant. Pourquoi? Parce qu'entre une personne qui va prendre juste le dôme de la goutte de sang pour pouvoir faire rentrer 0,3 microlitres de sang à l'intérieur, c'est différent que de quelqu'un qui va prendre le lactate, qui va le rentrer à l'intérieur. Et le souci, c'est que là, on le fait dans des conditions où ça va, mais tout à l'heure, quand il va être sur une intensité max, il va avoir la sudation, il va avoir tous ces paramètres-là. Sauf que ça réagit à l'acidité. Donc si, là, je lui prends, là, il ne transpire pas tout à l'heure, mais tout à l'heure, je ne sais pas comment je fais, je chope de la sueur plus la goutte de sang, ma valeur ici, elle est mauvaise. Sauf que rentrer une mauvaise valeur ici, ça va me faire rentrer une mauvaise valeur là, donc un profil qui va être mauvais. Donc, vraiment, il y a un truc à faire, c'est d'essayer de clairement à chaque fois essayer d'essuyer au maximum la zone et ce qui va se passer autour. Et ensuite, bon là dans un premier temps, c'est que vu que je viens de le piquer, si vous voyez, si tu tournes un tout petit peu, vous voyez là, il a sa petite goutte de sang. Là. Donc pour le moment, c'est super. Tout à l'heure, quand il sera dans l'effort, ce sera un peu plus compliqué de la prendre. Mais quand j'ai une goutte de sang comme ça, j'ai juste besoin de venir en dessous. Je viens frôler et j'ai ma goutte de sang. Ok, le but, c'est d'essayer d'avoir aucun contact, on va dire, de la bandelette avec la peau. Si on commence à rentrer, vous avez de très grandes chances de pouvoir prendre une valeur qui est un peu erronée. Donc ensuite, vous avez 15 secondes d'analyse. Et ensuite, ça vous donne la chiffre. Donc là, 1.8. Donc là, 1.8.
on est d'accord, il peut commencer son test. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier test il est sous le seuil, donc on en a discuté. Je lui ai demandé quel était son seuil, il me dit entre 300 et 320 watts. Donc c'est exactement la discussion qu'on a eue ce matin. C'est que 20 watts de différence, ça change tout sur une zone. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement à combien elle est. Donc ce que je préconise, c'est qu'on commence plus bas, c'est pas un souci. On va commencer à 280 watts. Et là, je vais le faire partir sur 6 minutes. Donc on attend. Non. Le truc, c'est qu'au bout de 4 minutes, pendant son test, je vais venir prendre une mesure de lactate pour voir à combien il est. Et ça va me permettre de déterminer en fait la durée du test et de me dire ok bon on était sur la bonne valeur ou on était trop haut ou pas trop haut. Et c'est ça en fait l'avantage de pouvoir prendre une mesure pendant qu'il est en train de faire du vélo, c'est que au lieu, imaginons là à 4 minutes il est déjà à 5-6 millimoles de lactate ou 5 millimoles, bah, au lieu d'attendre 6 minutes et en fait de faire ce test là, bah, je l'arrête directement. Donc je peux aussi gérer, on va dire, je pourrais très bien le prendre à 3 minutes, hein, si je veux, là c'est parce que j'ai déterminé que je le prenais à 4 minutes. Mais on peut prendre pendant le test une mesure qui va nous permettre de savoir si oui ou non on est dans le vrai sur la première valeur. Ok? C'est parti. J'ai mon fichier Excel. Donc là, on est sur le premier intervalle. Je vais noter mon 1,8 millimol. Ensuite, là, je vais intégrer les mesures de temps sur lesquelles je vais faire les prélèvements. Donc si on se souvient du test, pour le premier intervalle, c'est 0 minutes, 1 minute, 3 minutes. Normalement, ça ne va pas aller plus loin, vu que normalement, il est sous le seuil, il est tout juste le seuil. Si on scrolle le seuil, il va pouvoir récupérer et directement redescendre. Donc le premier intervalle, c'est un peu comme une fin d'échauffement en soi. On ne va pas aller chercher beaucoup trop haut. Donc là, au niveau du suivi, on a la fréquence cardiaque et la puissance. C'est les deux seuls paramètres qu'on a. Et on a son capteur. Okay. Donc là, pour pouvoir récupérer les données, aujourd'hui c'est facile avec les capteurs. Aujourd'hui, on fait des systèmes de lab qui vont pouvoir nous calculer en fait toutes les puissances moyennes, les fréquences cardiaques moyennes sur le test. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les montres. C'est différent dans les disciplines comme la natation ou quoi, où là, il faut l'entraîneur qui prenne les chronos et le reste parce que bah, c'est pas monitoré encore la natation aujourd'hui. Même si ça commence à l'être, c'est encore un peu plus compliqué. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les disciplines comme la natation ou encore la course à pied aujourd'hui, dans les systèmes on a l'hiver, des trucs là. Donc c'est quand même relativement compact on va dire. On peut les utiliser directement sur le terrain et on utilise sont couplés aujourd'hui en Bluetooth avec le téléphone portable pour pouvoir recueillir toutes les données. C'est-à-dire qu'en natation, on peut récupérer la fréquence cardiaque, on peut récupérer la VO2, on peut récupérer toutes ces données-là de façon beaucoup plus standardisée que ce qui se faisait avant, où ils nageaient avec un tuba sans pouvoir faire de culbute, sans pouvoir faire des choses. Donc ça, c'est un exemple d'outil qui reste vraiment intéressant en soi à l'entraînement pour pouvoir calculer bah, voilà, l'économie. Donc là, il est à 3 minutes 30. Donc comme j'ai dit, à 4 minutes, je vais faire une première mesure pour voir un peu où il en est, comparativement au 1,8 qu'il avait. Donc là, je vais au maximum essayer de, on va dire, sécher la zone. Et ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous appuyez sur l'oreille, c'est d'essayer de chercher des points le plus haut possible. Ne pas vouloir appuyer juste à côté de l'endroit où il y a le petit trou, sinon vous allez bloquer les pores, vous allez casser un peu ce qui se passe autour, et à un moment donné, il n'y aura plus de sang qui va couler. Donc là, ce que je fais, c'est qu'on va chercher un peu plus haut, on appuie légèrement, et on a une goutte de sang qui va sortir. C'est que souvent, au début, quand on commence une lactatémie, souvent il y a des trucs où on veut appuyer pour avoir une grosse goutte de sang, parce que c'est puissant. Ici, c'est qu'en appuyant fort sur les côtés, vous allez voir l'oreille du sportif qui va être violette, et là, c'est pas bon.
Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il est à 4.1. Donc sur la phase qu'on a demandé. Donc là, en gros, je vais lui dire à 4.45, tu stop, tu fais lap. Vas-y, arrête de pédaler. Là, je sais que au bout de 4 minutes, il était à 4.1 millimol. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'arrête directement. Je prends une mesure. Et ensuite, j'ai juste à récupérer. Donc, au niveau de l'intervalle de temps, je prends 0 minutes ou 0,5 secondes. L'intervalle, les lactates que je vais avoir pris là. Donc là, il est à 4.2. Donc, à 1 minute, ça va me demander de refaire une mesure pour savoir si il commence déjà à redescendre ou si il commence, enfin s'il continue d'augmenter. Donc là, il me reste 15 secondes. Et c'est cette valeur-là qui va me permettre par la suite de dire, bah, est-ce que là, il peut partir en récupération? Est-ce qu'on continue à prendre une mesure, bah, cette fois-ci à 3 minutes? Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui entre la personne qui vient me dire, qui me dit, bah, mon seuil, il est à 320 watts. Bah, on voit qu'aujourd'hui, à 280 watts, on a déjà une augmentation du lactate qui est quand même assez conséquente. C'est passé de 1,8 à 4.2 sur 4 minutes. Et c'est pour ça que c'est intéressant sur le premier test de faire cette mesure à 3 ou à 4 minutes pour commencer à voir l'accumulation et se dire bah, est-ce qu'on n'est pas trop haut, est-ce qu'on n'est pas trop bas quoi. Parce qu'il y a des sportifs des fois, donc là il est à 3.8, donc là il est redescendu. Donc là tu peux tourner les jambes, tu peux récupérer. C'est vraiment de se dire est-ce que l'intensité choisie était la bonne. Parce qu'on va avoir des sportifs qui à 280 il aurait pu rester à 2.0. À 300 watts à 3.1 et en fait voilà, ça dépend après derrière du profil. On peut avoir déjà une idée du profil de l'athlète sur comment évolue sa lactatémie, on va dire en fonction des premières intensités parce que c'est là qu'on voit la puissance au seuil. Donc là 3.8 et là on se rend compte de ce qu'on a dit ce matin, ce qu'on a vu sur les athlètes très entraînés, ils récupéraient à peu près 1 millimol, voire 0,8 millimol de lactate par minute. Là, aujourd'hui, on n'est pas sur une VO2 de 82, il m'a annoncé une VO2 à peu près de 72, le dernier test qu'il avait fait. Moi, ce que je préconise, c'est à peu près de partir sur 0,5 millimol de lactate par minute. Ça reste un chiffre assez théorique, mais ça vous permet de vous assurer de laisser assez de temps de récupération. Donc là, par exemple, à 3.8, on dit que l'objectif c'est de redescendre en dessous de 2.5. Voilà, normalement, à 3 minutes, il pourrait reprendre. Donc là, on peut se dire, au bout de 3-4 minutes, je reviens reprendre une mesure de lactate. Et si tout va bien, en fonction des capacités de récupération de l'athlète, en fonction de sa VO2 aujourd'hui aussi, ben, on va voir si oui ou non il est redescendu en dessous de 2,5 ou s'il n'est pas redescendu en dessous de 2,5. Donc là, aujourd'hui, il récupère à 100 watts. On regardera tout à l'heure par rapport à ce qu'on avait parlé, quelle est la meilleure puissance sur sa capacité de resynthèse du lactate. Et ça permettra justement d'aller voir un peu la différence. Et c'est vraiment voilà, l'exemple type qu'on avait ce matin, quand on leur demande de les récupérer. Souvent, on fait ça sur une intensité basse. On va faire 3 minutes 30. Donc là, on était parti sur aux alentours de 280 watts, je n'ai pas les watts exacts du circuit. Ce qu'on fait, c'est que on sait qu'on est déjà sur une pente d'accumulation de lactate. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter, on va dire, de à peu près 10% la puissance. Pourquoi je vous ai dit 10%? C'est un calcul alternatif qu'on a fait pour pouvoir déterminer l'ensemble des zones. C'est qu'à partir du moment qu'on tombe sur une valeur supérieure à 4 millimol, sur ces valeurs-là, on dit qu'on augmente entre 10 et 12%. Si on tombe entre 8 et 10%, si on est en dessous de 4 millimol, on augmente entre 10 et 12%. Ça, c'est un calcul mathématique que vous pouvez utiliser dans un premier temps, quand vous faites un premier test chez un sportif, pour être sûr de pouvoir avoir une augmentation de la lactatémie et de façon, on va dire, raisonnée. On a bien vu, la lactatémie, c'est une évolution, on va dire, un peu exponentielle.
Donc si aujourd'hui je lui dis c'est 280 et là le prochain je lui fais un 350 watts, le souci c'est que le gap est beaucoup trop important. Donc c'est pareil, souvent la première goutte de sang quand il recommence, on la prend pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il peut avoir soit un peu de saleté qui s'y est mis, un peu de résidus et tout. Donc vous faites sortir la première goutte, on essuie bien la première goutte et on prend la seconde. Tout ça dans un but, clairement, c'est à chaque fois, on pourrait prendre la première, mais on s'assure du fait qu'il n'y ait pas de problème sur après la valeur de lactatémie. Donc là, il a récupéré 3 minutes 40 à peu près, il est passé à 2.1. Donc là, on utilise cette valeur, donc 2.1, et là, on va lui demander de rouler à 10% plus fort. Donc voilà, donc ça fait 308 watts, donc on va lui dire, ok, on est parti cette fois-ci sur une durée de pareil. Ok, là on va partir, je te dirai à peu près, on va faire, je pense, aux alentours de 5 minutes à 310 watts. Ok? Allez, tu peux y aller. Donc là, je note. Donc après, une fois qu'il aura fini son test, il faudra récupérer ici les données de puissance qu'il a maintenues et les durées. Okay, c'est ce qui nous manque aujourd'hui sur l'ensemble des intervalles. Mais ça, on peut le faire a posteriori, c'est pas un souci. Là, ce coup-ci, on va faire la même chose, mais on va rajouter sûrement le 5 minutes, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui à combien il va s'arrêter. 7 minutes, c'est pas sûr. On va partir sur 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Et pour essayer d'atteindre la valeur de lactatémie max, qui normalement va être aux alentours de 3-5 minutes, ça dépend des profils de sportifs. Et ensuite, c'est à peu près sur celui-ci qu'on va avoir la récupération la plus longue. Moi, je préconise vraiment celle-ci de la pousser un peu. Donc derrière, en fait, il est assez dur pour le faire. Vous voyez là, pour le moment, ça a été vite. Tout se passe bien. En 3 minutes, il a récupéré. Là, on peut le remettre. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il a quand même des bonnes capacités de récupération. Il est passé en 3 minutes 30 de 4,2 à 2,1. Donc, moi, je préconise vraiment de laisser du temps de récupération pour pouvoir vraiment bien gérer, que de vouloir jouer sur 2 minutes et que l'athlète à la fin il soit un peu dans le... Donc là, on va partir vraiment sur 5 minutes à 310 watts. Mais je pourrais faire la même chose que tout à l'heure. Je pourrais faire pour m'assurer les choses, si je veux vraiment savoir, je pourrais reprendre une mesure à 4 minutes, m'assurer qu'on est aux alentours de peut-être 4 minimales pour être sûr. Parce que c'est à force long terme, on pourra le déterminer. Mais par contre, c'est juste les indicateurs, c'est 4 minimales, 2 minimales. Si là on arrive à 6,9 ou 7,5 ou 8,5, c'est pas grave en soi. Il n'y a pas de... C'est juste des indicateurs pour pouvoir nous aider dans un premier temps à essayer de comprendre ce que fait la physiologie et la globalité, et d'avoir des niveaux de lactatémie à chaque fois différents pour pouvoir recréer l'ensemble. Donc, ce qu'on fera, c'est que là, je vais demander 310 sur les 5 minutes. Le prochain test, on a dit, c'était 2 minutes 30 à quasiment la même intensité. Le seul truc que je fais, c'est que j'augmente un tout petit peu l'intensité pour pouvoir être sûr de la forme d'accumulation de lactate. Donc au lieu de faire 310, je vais lui demander un 315 ou 320. Donc juste au-dessus, pour réellement déterminer cette forme d'accumulation de lactate. Et là par contre c'est réellement 2 minutes 30, il n'y a pas de valeur avant, enfin il n'y a pas de valeur cible à avoir ou de choses, c'est vraiment, là c'est 2 minutes 30, c'est juste pour avoir la pente d'accumulation. Et ce qu'on verra, c'est que sur le fichier, je vous ai dit qu'on récupérait la fréquence cardiaque
donc on pouvait aussi, parce que derrière, l'avantage c'est qu'on peut avoir les zones en watts, on peut avoir les zones en vitesse, en zone de fréquence cardiaque. Au niveau de la zone des fréquences cardiaques, ce qu'on prendra, c'est pas les 5 minutes, c'est pas la moyenne du test qu'on fait, c'est les 30 dernières secondes du test qu'on récupère. C'est la moyenne que des 30 dernières secondes. Pourquoi? Parce que sinon elle est faussée à chaque fois, parce qu'on part sur un niveau très bas et on monte sur un niveau haut. Donc en fait, sinon en moyenne, on est tout le temps en fait trop bas. En ayant les 30 dernières secondes, on est vraiment en fait sur soit la stabilité de la fréquence cardiaque sur les intensités sous seuil, soit justement sur une phase exponentielle sur la fin du test. Ok, 45 secondes. Donc il y a un seul paramètre qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui, c'est la cadence. Aujourd'hui, il n'y a pas de. On ne la prend pas en compte, on la laisse libre chez le sportif. Le seul truc c'est qu'on évite, c'est en dessous de 80, on leur dit que ça va pas. Mais sinon d'un autre côté, voilà, on vient pas changer on change pas tous les paramètres, on leur laisse voilà. On leur laisse cette possibilité là en fait de pouvoir gérer en fonction de leur préférence motrice la cadence. Donc là, on va voir la courbe d'accumulation. Je peux vous remettre le tableau. Donc là, ouais. Là, il est passé, là, il est à 5.3. Donc on n'est pas sur les 8 qu'on voulait, mais on est sur une accumulation. Donc on va attendre, on va faire 1 minute, 3 minutes, et on va voir si justement durant cette phase de récupération, on va dire complètement passive, savoir si ça augmente ou si en fait là il est déjà en train de récupérer. Donc en fonction des analyseurs, vous avez des analyseurs qui sont plus ou moins rapides. Là, celui-ci, il nous donne les valeurs en 15 secondes. Aujourd'hui, il y en a un qui peut nous donner les valeurs en 10 secondes. Donc là, il est à 4,3. Donc il est passé de 5,3 à 4,3. On va attendre le 3 minutes pour voir ce que ça donne. Mais là, normalement, on pourrait dire, là, il peut repartir. Donc pourquoi en fait les valeurs elles sont un peu on va dire abstraites sur le fait que ça soit 8 millimoles, c'est qu'aujourd'hui 8 millimoles c'est un chiffre théorique, mais le souci c'est comme je vous dis, si tout à l'heure sur son max il monte à 9 millimoles, c'est normal qu'au-dessus de son seuil il peut pas être à 8 millimoles. Donc c'est réellement des chiffres complètement théoriques. L'objectif clairement, ce que je vous ai dit, c'est d'avoir une augmentation de la lactatémie et son max à la fin sur son route, sur son effort max. Mais il n'y a pas de je me suis loupé ou ah ben non mais on recommence parce que c'est pas le bon test. Non. Là on va avoir 3 tests. Le prochain il va le faire aux alentours de 320 watts. On va encore avoir une donnée supplémentaire. Et ça suffira pour pouvoir avoir la physiologie globale du sportif. Donc, dans 15 secondes. Je sais pas, je peux trouver les gens. Donc là, 3 minutes, il est à 3,9. Donc quasiment comme tout à l'heure. Et comme je vous ai dit, c'est le deuxième test.
L'avantage c'est qu'on n'est pas pressé en soi par le temps là, sur le fait que le test se passe bien et on n'a pas de limite de temps. Donc on va lui demander de récupérer en autour de 6 minutes, 6-7 minutes tranquille. Et ensuite on partira sur le 2 minutes 30 avant le max. Vous voyez dans la mise en place en soi, c'est pas quelque chose qui est très compliqué et très contraignant. Pour vous donner l'ordre d'idée, aujourd'hui sur des tests comme ça, j'arrive à passer sur 3 athlètes en même temps, au presque on peut passer 3 par 3 quoi, quasiment. Sur le fait qu'il y en a un qui fait un test, l'autre est en train de récupérer, donc après dès qu'il a fini on recommence le test sur un autre. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide, ça n'a pas besoin de je sais pas, la journée pour faire passer 5 athlètes, c'est pas 1h30 par sportif, on peut essayer aussi de les regrouper, et si on est deux, bah voilà, ça passe encore plus vite. Mais l'objectif, voilà, c'était de pouvoir rentrer à la base un test sans compter les échauffements et la récupération derrière de moins d'une heure. Si vous leur demandez en plus de s'échauffer en arrivant sur le test, vous avez gagné un quart d'heure pour commencer directement les avions. Est-ce que vous avez une question par rapport au protocole ? Là où c'est un peu plus compliqué sur la mise en place, c'est sur la partie course à pied, on va dire. Dès qu'il y a un analyseur VO2 qui va rentrer en compte, ça va demander un peu plus de travail. Pourquoi ? Parce que vous avez encore un élément technologique, on va dire, à vous occuper et surtout à mesurer dans le temps. Parce que ce qui est dur aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de technologies qui se mettent en même temps. Maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'on débute et quand est-ce qu'on termine. Parce que dans l'analyse du fichier, là, elle va être facile. Quand on va récupérer le fichier, là, à chaque fois, on appuie sur un bouton, ça nous détermine 4 minutes, 5 minutes 01. On sait que la puissance moyenne était de temps, la fréquence cardiaque était de moyenne de temps. Tout est déjà prédécoupé. Si tout est sur un outil comme ça, on est sur un outil où il faut connecter à votre téléphone. Vous avez la lactatémie à gérer, vous avez le chrono à gérer pour la lactate. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut arriver à déterminer un intervalle de temps pour que derrière, vous puissiez analyser le fichier. Dire à 12 minutes 01, il est parti sur le test, il a fait 5 minutes, donc je sais qu'à 17 minutes 01, je découpe mon fichier. Pourquoi je dis ça ? Parce que comme derrière, vous allez avoir une fichier avec toutes les données, tous les trucs, à un moment donné, des fois, vous êtes là. Ah ouais, mais alors qu'est-ce que je prends ? Comment c'est ? Ah oui, mais là je vois que ça descend, alors peut-être que c'est là le début, mais non, parce que quand vous finissez un des formats, vous avez un plateau. Il y a plein de paramètres qui viennent rentrer en compte. Il faut juste faire attention, et je sais, hein, c'est du boulot en plus, et certaines fois les entraîneurs, c'est bien pour ça qu'ils le font pas avec vous. C'est parce que ça demande derrière d'avoir une rigueur sur les choses. Et c'est pareil là sur les lactates, si on dit que c'est, on va dire, juste post-effort. C'est pas ah mince, attends, il a fini, attends, j'ai pas mon capteur, j'ai pas mon truc, on va faire une mesure, on dit que c'est à 0, c'est à 0, mais alors c'était à 30, parce que si vous déterminez le 30 secondes, vous décalez, tout sera décalé aussi. Hein. En soi, vous aurez des valeurs, c'est pas le problème. Une fois, il vous donnera un fichier. C'est juste qu'après, on n'optimise pas réellement les choses. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est réellement ça le gros point qu'il y a à faire sur ce genre d'outil. Et même quand on veut mettre des tests en place dans des fédérations, quand je vois qu'on nous demande de faire des tests, voilà, vous faites tel test, on fait à 1 minute, à 3 minutes, à 5 minutes. Quand on est 3 opérateurs à faire ça et qu'ils finissent en même temps et qu'on se rend compte que la deuxième personne elle n'a pas encore pris son lactate et qu'elle te dit ah non mais c'est bon, à 1 minute elle était à ce truc là, bah, le problème c'est que si la fois d'après elle tombe sur une autre personne, bah en fait quand on va regarder les profils on va se dire bah c'est bizarre, d'habitude elle était à 8, là elle est à 6, c'est juste parce qu'il l'a pris à 2 minutes au lieu de 3 minutes. Quoi. Enfin voilà, c'est des petites choses bêtes en soi, mais en tant qu'entraîneur, et si on veut faire réellement un suivi, bah faut faire attention à toutes ces petites choses. Quoi. Vous avez déjà eu des tests faits comme ça, mais par exemple sur les pistes ? En courant, en athlétisme ? Ouais, même en vélo. Sur Vélodrome, on le fait au Vélodrome. Après au Vélodrome, il y a un seul paramètre, c'est que c'est pareil, c'est au temps. Et on peut jamais le prendre post-effort.
Parce que vu qu'ils sont en pignon fixe, ils n'ont pas de frein. Donc le temps qu'ils décélèrent, en fait, il y a toujours un tour quasiment. Donc souvent la première mesure, le zéro on le prend pas. Souvent c'est une minute. Est-ce que les valeurs de puissance sont les mêmes sur un home trainer que sur une piste allemande où il y a des différences? Non, il y a des différences. Ouais. Il y a des différences. Alors elles sont énormes. Ça dépend quand même des sportifs. Mais après c'est pour ça. Il y a un paramètre, c'est la standardisation des tests. On va parler du truc parce qu'aujourd'hui, je lui fais faire le test sur un trainer. Là, il y a des données. Je lui fais faire le test dehors sur du plat, il y a d'autres données. Je lui fais faire le test en boss, il y a d'autres données. Parce qu'il y a des paramètres qui vont jouer. En boss, il va avoir rapport poids-puissance, il va avoir d'autres. Ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça qu'on a dit qu'aujourd'hui, l'avantage c'était de le faire sur home trainer en soi, c'est qu'à chaque fois, ça sera répétable dans les mêmes conditions, dans les mêmes. Donc, on sait que dehors, possiblement, il sortira moins de watts ici que ce qui va sortir dehors. La plupart des personnes, c'est ça. Après, il y a le grand jeu du pourcentage. Alors, il y en a, ils vont dire c'est 5, il y en a d'autres qui vont dire c'est 8. Mais ça correspond encore une fois, ça dépend du profil de l'athlète. Il y a des athlètes qui vont pouvoir sortir quasiment leur max sur un trainer, c'est pas. Mais le souci, c'est que si dans un objectif de pouvoir suivre l'évolution des datas du sportif, si là je lui fais là et dans 6 mois on le fait en côte, ouais, mais les données elles sont. Le truc c'est que derrière, vu qu'on est sur un système d'algorithme, bah, les données qui vont être plus hautes comparativement à son poids et tout, on va avoir des données qui vont pas être similaires. Donc des fois ça peut être surévalué. En boss, de toute façon les watts sont surévalués par rapport à une condition. Donc c'est des watts en soi, c'est ce qu'il peut fournir en boss. Mais on est quand même sur un compromis. Et c'est pour ça qu'on le fait de façon standardisée. C'est pour ça qu'en course à pied, il y a la possibilité. Il y a la possibilité de le faire soit sur tapis, soit sur piste. Mais en soi, la piste, ok, il y a les conditions atmosphériques, mais vu qu'on a la VO2, c'est pas très grave. Parce que si la demande d'énergie est un peu plus importante, on le verra sur la VO2. Donc ça sera. Parce que là, sur un trainer, bon voilà, c'est puissance mécanique, voilà, c'est ce qui va sortir. Mais oui, sinon il peut y avoir des différences. Oui. Donc c'est pour ça. On va dire c'est une simplicité. Ou alors un grand tapis comme il y a après Manon là. Un grand tapis large, ouais, ça on peut ça sur. On peut mettre des vélos là-dessus. Alors ouais, on a testé au Krebs, on en a un là à Bordeaux. C'est pas non plus fameux pour le vélo. Ah ouais. Bon, ouais. Si, mais ça marche. Les gros tapis? Ouais, mais c'est pas fou. On peut Les incliner. vrais tapis, parce que vous avez au crabe, c'est. Les anciens, ils en ont un, on en a un, ça marche. Ah, Bah, c'est le nous, Prémanon, moi, j'ai on a vu. le tapis de Prémanon, franchement c'est pas fou. Hein. Ah bon? Mais c'est pas fait pour le vélo au départ. C'est fait pour. Ah non, mais à la base on n'a pas pris pour le vélo. Hein. Pour? C'est fait pour du skirlet au départ. Ouais. Mais franchement, tu les mets sur le tapis, tu leur mets un home trainer, ils vont choisir le home trainer. Hein. Ah ouais. Enfin, entre le SRM et le tapis, il n'y en a aucun qui nous a dit on va prendre le tapis large. Donc là, il a 1.7. Donc en 7 minutes de récupération, il est redescendu. Donc là, on va lui demander 2 minutes 30 à 320 watts. Maintenant là? Ouais. Ça va? Ça va. Donc, on va remettre sur le 0. Donc là, il est à 5,2. Voilà, là, on a un exemple type sur le fait. On pourrait se poser la question comment ça se fait qu'il fait 5 minutes, on lui demande 310 watts, il fait 5,2. Et comment à 325, enfin, ou à 320 watts, pour 2 minutes 30, pour la moitié du temps, il monte aussi à 5,2. Là, la seule explication qu'il peut avoir, c'est savoir combien réellement il a fait de watts sur l'intensité juste avant. Et qu'au final, la pente d'accumulation de lactate, elle doit être bien plus supérieure. Une fois que réellement on passe un peu plus que ces 320 watts, il y a une montée exponentielle du lactate. Et qu'on voit bien que... Tu peux voir les watts? Tu les as, le dernier? Ouais, mais l'avant-dernier. L'avant-dernier, si, je peux. Vas-y, combien il a fait?
peut-être. 325 sur le dernier. Et l'autre c'était 332. Oh, si, 5 minutes, 332. Non, attends, c'est pas là. Ah, mais on n'est pas mis sur pause. On calculera le fichier. Donc là il est à 4,8, ça veut dire qu'il est déjà redescendu. Donc là on va pas le refaire attendre. Donc là on va lui remettre la même chose que tout à l'heure, sachant qu'on avait mis 7 minutes sur la même. Donc là on va lui dire clairement 10 minutes de récupération avant son effort max. Ce qu'on va faire aussi avant son effort max, c'est qu'on va lui laisser 1 minute 30 de repos passif. Pourquoi? Ça va permettre de pouvoir, on va dire, restocker l'ensemble de son stock de phosphocréatine. Donc c'est pas grand chose, mais ça va être pendant 8 à 10 secondes, peut-être 12 secondes. Il pourra on va dire, aller chercher ces 12 petites secondes en plus sur la fin de son test. Donc c'est essayer vraiment de le mettre dans des conditions optimales pour le fait qu'il puisse maintenir la plus haute puissance possible le plus longtemps possible. Donc là vas-y, tu peux récupérer tranquille pendant 10 minutes. Donc le prochain test, par rapport à ce qu'on voit, c'est ce qu'on va lui demander, c'est à peu près 25% de ce qu'il a fait sur son deuxième test. Donc là on lui avait demandé 320 watts. 323, c'est ça. 323 323, 325, on lui demande 25% de ce test-là. C'est une donnée théorique pour lui donner une ordre d'idée de combien il peut maintenir ou combien il va maintenir. C'est pas le but, c'est pas qu'il fasse 400 watts pile, c'est ça pour nous. L'objectif c'est de lui donner, de ne pas faire partir sur cette base-là, et que derrière, on sait que le test il va durer entre 2 minutes 30 minimum et 4 minutes normalement au maximum. On essaie de le laisser sur ces intervalles-là. On va le laisser partir pendant 1 minute 30 sur ces 400 watts. À 1 minute 30, on va jauger. Est-ce qu'il peut faire plus ou est-ce que déjà il est dans le dur? S'il est déjà dans le dur, on va essayer de dire maintien au maximum pour essayer d'aller vers 2 minutes 30. Si tu sens vraiment que c'est pas possible, descends légèrement pour pouvoir tenir ces 2 minutes 30. C'est 2 minutes 30 minutes, pourquoi? Parce que sinon, les algorithmes, le calcul fait que c'est pas réellement représentatif des qualités au moment du temps limite que tu dois tenir sur la détermination de la VO2. Par contre, si à 400 watts, il me dit non, c'est facile, c'est pas un problème, là on va lui demander de faire de progressivement augmenter ses watts. Sauf qu'à un moment donné, l'objectif c'est un all-out, donc à un moment donné c'est que soit musculairement il en plus, soit à un moment donné il y a une physique qui fait que ça peut terminer. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas, ce qu'on va éviter, c'est de leur dire voilà, tu fais 2 minutes 30 all-out, parce que là il y a de grandes chances qu'ils partent à 600 watts. Le problème c'est que 600 watts, on voit que la temps d'acquisition de la 4, ça va lui faire monter, ça se trouve à 7 millimol. D'ailleurs, après en fait, ça va être un test qui va faire ça et ça. Et ça au niveau physio, c'est donc là, on va le laisser réellement bien récupérer et on partira par la suite. On va partir aux alentours de 400, 410 watts. On voit sur 1 minute 30 comment ça marche. Et ensuite, on fait soit augmenter, soit réduire. C'est lui qui va un peu décider. De toute façon, ça se voit normalement sur un effort max. Dans sa tête, on va vite voir si c'est dur ou si c'est possible. Après là, c'est vraiment parce que c'est le premier test et qu'on ne connaît pas réellement la donnée de la personne. L'avantage qu'on a, c'est que derrière, quand on refait des tests, test, retest, on a des valeurs de base. On a aussi des valeurs, on va dire, calculées par Inside. Donc si la personne nous dit ouais mais là je ne me sens pas bien, je me sens bien, non c'est pas un souci. On repart de la base des tests, ce que nous avait donné les tests, et on essaie de voir justement les adaptations physiologiques qu'il y a eu par rapport à ces tests. Mais en soi, on ne se fie pas au ressenti de l'athlète. Pas... Parce que là, vous voyez, si tout à l'heure je lui dis, ok, il a un seuil à peu près de 300-320 watts, j'aurais très bien pu lui dire, ok, 320 watts, je lui mets à 310. Parce que là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'à 280 watts, il a déjà passé son seuil. Donc si on peut passer à 310 watts, c'est comme si j'avais fait le test 2 au lieu du test 1. Voilà, c'est des remédiations, comme je vous ai dit, c'était pas très grave en soi, mais on n'est pas sur l'optimisation, c'est pas le mieux possible. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est pas un souci. Il vaut mieux partir plus faible, remonter. Une fois qu'on a le profil, la prochaine fois, on dira peut-être que c'est 2
295 watts, donc vous repartez à cette valeur-là. Il tiendra peut-être pas 4 minutes 45 comme tout à l'heure, mais il tiendra 5 minutes 30, 5 minutes 45. Et c'est là qu'on voit des adaptations. C'est combien 5 minutes. Donc le prochain test. Oui, en soi, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Analyseur, les deux seules choses à faire attention, c'est comme je vous dis, c'est par rapport à la prise de mesure, comment vous la prenez. Et vous voyez, quand vous ouvrez n'importe quelle mesure de lactate, vous avez en gros là le petit capteur, il est ici. Le seul truc à éviter, c'est de mettre ses doigts ou ces choses dessus. Parce que sinon, si vous commencez à faire rentrer des choses sur le capteur, souvent on va se retrouver avec des valeurs erronées ou sinon carrément la machine va vous dire stop, c'est pas bon, il y a un problème. Mais en soi, il n'y a aucune difficulté aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus qui commencent à l'utiliser à l'entraînement pour voir des adaptations, pour voir un peu où en sont leurs athlètes ou pour juste tester. Hein. Aujourd'hui, il y a des athlètes qui, voilà, on va faire un cycle d'endurance. Quand aujourd'hui tu fais de l'endurance, tu fais des longues séries aéro, si l'athlète il arrive, il est à 2 mmol de lactate et qu'à la fin de la séance il est à 6 mmol de lactate, c'est clairement qu'il n'avait pas fait la bonne séance, quoi. C'est qu'il était. Donc en fait, cet athlète qui prennent moitié de la séance, il regarde, ok, t'es à 2,1 ou t'es à 1,8 parce que t'as resynthétisé, t'es dans la bonne zone. Celui qui est déjà passé à 3,5, tu ralentis. Et ça nous permet en fait de, juste avec la valeur de lactatémie, de pouvoir réguler l'entraînement. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus là. C'est en montée en puissance aujourd'hui dans certaines disciplines de la lactatémie. Pourquoi? C'est pas en fait, ça détermine pas tout, mais ça peut nous déterminer en fait dans quelle filière énergétique ou au moins comment évolue la physiologie interne du sportif juste par rapport à une bandelette, quoi. Ok. Donc là il va arriver 10 minutes. Donc là tu peux t'arrêter. Tu peux boire un coup, tu peux faire. Et là on va attendre 1 minute 30. Minimum, ok, si on n'est pas sur 1 minute 30 pile, il commence. On va le laisser récupérer totalement. À 1 minute, moi je ferai la mesure de lactate. Et ensuite il partira pour son test max. Ok. Clac. C'est 1 minute 30, je peux y aller. 30, du coup, je suis parti pile à 1 minute 30. Vu que c'est un effort max, après, on ne prendra pas la mesure à 0 secondes, celle directement après, parce qu'on sait qu'il n'atteindra jamais le lactate max direct. Donc là, on fera tout de suite 1, 3, 5, 7, 9, 11. On laissera toujours 2 minutes. 2 minutes 25. Donc là maintenant on sait que le test sera validé parce qu'il aura au moins fait ses 2 minutes 30. Maintenant l'objectif c'est qu'il aille chercher le maximum. Donc là ce que je préconise c'est d'essayer d'augmenter un peu sa puissance. Voilà, soit il fait tomber une dent, soit il augmente sa cadence. Et là, ça va aller chercher vraiment au final le maximum possible. Même s'il dépasse un peu 4 minutes, c'est pas grave, mais l'objectif c'est que derrière, il soit vraiment sur un effort max. C'est que soit ça soit au niveau musculaire, soit au niveau cardio, c'est que il puisse pas. Il en puisse plus, quoi. Allez, parfait. Allez, allez, c'est bien ça. Allez, allez, allez. Donc là, il est passé à 415, 420 watts. Et en pulse, 192. Allez, 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 encore, c'est bien ça. Allez, allez, garde la cadence, c'est parfait là. Allez, encore. Allez, 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 garde la cadence, c'est bien, encore. Allez, t'es dedans là, t'as la cadence encore. Allez, 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 ça tient. Allez, 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 t'es encore à plus de 400. Allez, encore. Allez, 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 encore. Ok. Donc, 4 minutes 00. Ok, parfait, souffle bien. 10 minutes. Et là, on va avoir une idée un peu du profil de l'athlète aussi, sur à quel moment, enfin,
combien de temps ça va mettre pour arriver jusqu'à lactate max et comment ça va resynthétiser. Souvent, sur des athlètes, on va dire plutôt profil fond, donc NVL max basse, on va avoir des montées de puissance qui vont se faire sur les premières minutes et après ça va redescendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des taux maximal de lactate qui sont assez faibles, on va dire, comparés à des sprinters. Mais c'est surtout que derrière, une fois qu'ils atteignent le max, assez rapidement, ça va commencer à décroître assez rapidement aussi. Alors que les sprinters, souvent, ça va mettre du temps à monter, très progressivement. Des fois, en 2 minutes, il y a 0,0, enfin 0,2 de... Il y a 0,2 millimoles qui vont être prises. Mais en soi, c'est un peu une idée du profil de l'athlète. Donc là, on a de la chance, on est sur un athlète qui ne transpire pas beaucoup. Des fois, c'est pas pareil. Donc là, 12.0. Donc là, 3 minutes. C'est quoi la première valeur? 12.0. « 13.3. Des fois, ça peut être long. Non, je peux pas. Des fois, ça peut être long la montée. Sur certains profils, ouais, ça. Encore une minute. Mais ça va être aussi des choses derrière que vous allez pouvoir utiliser même à l'entraînement des fois. Voilà, si on dit qu'on teste par exemple 3 fois à l'année les athlètes, ça peut très bien aussi être avec certains, nous on le fait avec au cyclisme là. Par exemple ce test là, on sait qu'il a tenu 4 minutes là à 400, je sais pas combien ça va faire, peut-être 408 watts. Mais c'est qu'au bout de 2 mois d'entraînement, de développement, on lui refait faire la même chose. 4 minutes, 408 watts. Et on regarde juste avec ces valeurs-là, qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on est moins, est-ce qu'on est supérieur? Et ça peut nous donner une idée de si les adaptations physiologiques qu'on a demandé, ou au moins qu'on a mis en place, est-ce que c'est dans le bon sens ou est-ce que ça va pas dans le bon sens. Donc voilà, ça permet aussi d'aller vérifier entre les cycles. Mais le but, c'est pas juste de faire un test inside là, un test inside en 4 mois, un test inside après. C'est qu'on peut quand même aller vérifier un peu ou au moins voir ce qui se passe au cours en fait du développement, voir si ça va dans le bon sens ou non. En termes de test. Bah, vous allez voir sur les watts. Mais... Donc 5 minutes. Donc là on est à 13.9. Là, du coup, le taux de lactate, il augmente parce qu'il est sur une récup passive. Aussi parce qu'il y a une récup passive, oui. Là, on le remettrait directement en récup active, ça ne monterait pas aussi haut, mais vu que là, l'objectif pour nous, c'est d'atteindre justement, de savoir son lactate maximum à cette intensité-là sans rien faire. Là, c'est vraiment ça. C'est pour ça que, dans le fond, c'est vraiment essayer de leur dire c'est récup passive, quoi, qu'ils n'aient pas de même de faire de tourner un peu les jambes, pas de trottiner vite fait comme ils disent ah non mais je marche et tout, non c'est passif, c'est soit je m'assois, si le coureur on dit de s'asseoir, sinon il reste sans bouger. Mais là l'objectif c'est vraiment de façon standardisée de se dire voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu fais cet effort là, cette durée avec cette puissance, cette intensité là, comment ça évolue dans ton organisme. Et après on le fait récupérer. Mais là ce qu'on voit, là il va être à 13.9, peut-être que c'est la dernière, peut-être qu'il va peut-être monter au-dessus de 14, je suis pas sûr. Peut-être qu'il va rester là et ça va commencer à redescendre. Mais c'est là qu'on voit, voilà, il a fait un test max sur 4 minutes. On sait que derrière, imaginons le temps qu'il faut là derrière de récupération pour pouvoir revenir à la normale. Et on se dit aujourd'hui sur les compétitions, c'est clairement
clairement ce qui arrive, c'est que derrière la récupération elle n'est pas faite comme on dit. Et c'est ce qui se dit aujourd'hui, c'est que si derrière le lendemain il y a une autre étape et le lendemain il y a un autre truc, en fait c'est fatigue avec des taux de lactate qui évoluent et qu'on resynthétise pas. Imaginons, il finit une séance là je le fais finir, il s'en va, il rentre chez lui, comme ce qui peut arriver en séance. Bah, demain, ça va être une détérioration, parce que demain, il va se réveiller avec un taux de lactate qui va être plus important aussi. Et donc, en fait, bah, c'est ce qui se passe réellement sur compétition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la récupération active dans tous les domaines, elle est vraiment importante. Et même si aujourd'hui, les sportifs, ils sont pas fans parce que eux, ce qu'ils ont envie, même quand ils font une compétition ou un truc, c'est d'aller à la douche, c'est terminé, et puis s'en aller. Bah, c'est quand même de l'apprentissage et ça va être un plus pour la suite, quoi. Même pour la qualité de tous les entraînements qu'il y aura derrière. Mais là, c'est pareil. Bon, là, il est 14.6. Donc, il continue de monter. Là, si on prend 0,5 mmol par minute, à 15 mmol, il va falloir qu'il se passe quasiment 30 minutes à récupérer là tranquillement pour pouvoir être demain opérationnel, on va dire. Peut-être pas à 100%, mais une grosse partie, quoi, 85-90%. On ne le voit pas beaucoup, ça, ce genre de choses. Aujourd'hui, on lui fait faire un test, souvent on fait vas-y, tourne les jambes 5 minutes et puis 10 minutes et puis tu peux y aller, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire, on va dire, attention, mais c'est des points clés aujourd'hui qui sont peut-être pas mis assez en avant chez les sportifs. Et qu'aujourd'hui, c'est des problématiques que certaines fédérations retrouvent, quoi. Le pentathlon, aujourd'hui, c'est le problème qu'ils ont. Sur l'enchaînement des petites compétitions, voilà, les judokas, c'est la même chose. On en a parlé avec eux. Ils ont plein de combats, mais leurs combats, c'est des hautes intensités tout le temps. Sauf qu'entre, on leur dit, vous faites quoi? Ah ben là, pendant 2-3 minutes, je fais courir ou quoi, et puis après, je m'assois sur une chaise, et puis je vois un coup. Ouais, voilà. Sauf qu'en fait, le combat, la haute intensité que ça va lui faire, ça va lui amener à peut-être monter à 10-12 millimoles de lactate, franchement. Sauf que si tu fais 2 minutes, 3 minutes de footing, tu as récupéré quoi? 1,5 millimol. En fait, tu commences ton autre combat, tu es encore avec 8 millimol dans. Et après, ils nous disent, ah ouais, mais lui, au bout de 3 combats, eh ben, il peut plus rien faire. Bah oui, mais c'est normal en fait. C'est qu'au bout de 3 combats, il est saturé et qu'au bout de 3 combats, s'il ne fait jamais récupérer. Donc après, c'est quelle stratégie on peut mettre en place? Qu'est-ce que l'athlète veut bien faire? C'est des discussions après avec les athlètes, parce que après c'est le projet de l'athlète aussi, hein. Si l'athlète il veut pas récupérer entre ses combats, bah, on lui explique gentiment que s'il aime bien faire 3 combats bien et puis après perdre, bah, il fait ça. Mais... Moi, tu vas t'arrêter à combien? Je sais pas. Une question? Ouais. S'ils ne peuvent pas faire la récupération aussitôt la ligne d'arrivée, Ouais. pour des raisons, une interview, un contrôle antidopage, est-ce qu'après tout cela, ça vaut encore le coup de faire une récupération ou il est trop tard? Non, ça vaut quand même le coup. D'accord. Ça vaut quand même le coup. Ouais, il est redescendu de 13.7. Il est redescendu. Pourquoi? Parce qu'en soi, même, il va récupérer. Le fait de rien faire, tu peux pédaler. Le fait d'aller au contrôle antidopage, d'aller voir les choses, d'un côté, il va quand même avoir une récupération. Il est en train de marcher, ça va se mettre en place. Le souci, c'est que clairement, il va tirer une récupération très très très. 0,1, 0,15 par minute, même si c'est une demi-heure. Et c'est surtout que c'est une récupération qui. Comment dire, ça va pas être une récupération, on va dire, un peu naturelle, on a remis l'organisme, où les déchets vont être synthétisés. En fait, ça va être un truc qui va être trop longtemps, c'est-à-dire que pendant longtemps, le muscle il va rester saturé avec son lactate. Ce qui fait que pendant longtemps, le muscle va avoir des déchets musculaires, va être détérioré. Ce qui fait qu'à l'inverse, si on remet l'organisme directement en marche et qu'on lui fait nettoyer son moteur directement, bah lui, il va préférer. Mais sauf que c'est quand même quelque chose qu'on préconise, c'est que même si c'est dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans 20 minutes, dans une demi-heure, le fait de remettre en marche, ça remet quand même en marche le système et ça permet quand même de purifier tous les déchets en fait. Donc moi ce que je préconise, c'est même si c'est une heure et demie après, ou même si c'est le soir, voilà, par exemple des athlètes qui font des courses le matin, ils vont faire un 5 km, un 10 km le matin,
Ben moi je préconise que le soir, ou en fin de cycle de travail, ils vont peut-être continuer un peu parce que si il y a la cérémonie protocolaire, le machin, ben, l'après-midi ou le soir, on va leur faire un peu de vélo, un peu quelque chose qui va permettre de remettre. En fait, le lendemain, ben, ils vont pas être dans les mêmes états physiologiques que celui qui est arrivé à effectivement, ils ont encore mal là. Et au niveau musculaire, ça va bien. Après, donc, c'est fini là. Donc, ouais, je vais discuter sur l'interaction des systèmes glycolytiques et aérobie. Donc là, c'était pour vous montrer, en fait, en fonction du type d'athlète qu'on avait sur une intensité fixe qu'on pouvait donner entre deux profils différents avec un rider 1 à 69 de VO2 avec une VLAmax de 0,3 et à l'inverse un cas avec 77 de VO2 et 0,7 de VLAmax. Ce qu'on voit, c'est que la courbe de production de lactate, elle est totalement différente. On va avoir un premier athlète là qui va charger, donc on a fait un temps limite, un temps d'effort de 5 minutes. Okay, on leur demande 5 minutes à 455 watts. Ce qu'on peut voir pour le rider 1, on peut voir qu'à la fin de ces 5 minutes, il est à 13 mmol de lactate. Le rider 2, il va être à 8 mmol de lactate. Donc, ce qu'on peut voir réellement, c'est qu'en fonction, en fait, clairement du profil de l'athlète, on va avoir des courbes de production qui vont être différentes, on va avoir une augmentation de la lactatémie qui va être différente, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça va être exactement la même chose que sur la capacité de récupération, où on va avoir, là, sur ce type de personnes, on va avoir, même si la VO2 elle est plus haute ici, le fait qu'il ait une VLAmax basse aussi, ça va améliorer sa capacité de récupération. On n'a pas la première zone, mais si je prendrais si je mettais ces capacités de resynthèse du lactate, on aurait un profil où on aurait celui-ci qui aurait des valeurs de resynthèse un peu plus hautes sur des intensités plus importantes, enfin plus hautes aussi. Donc en fait, c'est réellement là pour vous montrer clairement que chaque profil et chaque personne doit être, chaque travail doit être mis en avant de façon individualisée et que d'un autre côté, en fonction du type de profil, on va avoir une augmentation de la lactatémie qui va être différente. Là, clairement, sur un premier rider 1, là par exemple, 13 mmol, je pense que c'est clairement son temps limite, quasiment maximum. Alors que le deuxième, bah, aujourd'hui, pas sûr que ce soit son max. 8 mmol de lactate, ça se trouve, il peut tenir plus. Mais si on mettrait sur des intensités encore plus hautes, ça pourrait être différent. Ensuite, voilà, on voulait revenir sur, pour moi, le schéma qui était vraiment important. Vous avez expliqué. Donc, les intervalles de travail qu'on pouvait préconiser en termes d'entraînement en fonction des intensités. Vous vous rappelez, là, tout à l'heure, je vous ai présenté la dernière zone des tableaux, c'était le Lake of Kiruvate. C'était une intensité où j'avais 1 minute de travail pour 1 minute de resynthèse humaine. Ce qu'on peut voir ici, à chaque fois, c'est combien de temps, enfin, l'intensité demandée sur 1 minute. Là sur cette partie-là, en 1 minute, comment je crée du lactate et combien de temps de récupération il va me falloir pour pouvoir récupérer de cette minute. Et vous voyez que à partir du moment que je commence à passer mon seuil, mais si je demande aujourd'hui à mon athlète par exemple de lui faire des intervalles de 30-30 à 400 watts, à 400 watts on va être sur une accumulation de quasiment 1,8. Mais peut-être que cette intensité elle est trop haute, pourquoi? Parce que si je calcule pour une récupération complète, normalement, 1 minute à 400 watts, il me faudrait 3 minutes de récupération. Donc si je fais un travail de 10 fois 30-30 avec cette athlète-là, et bien à la fin, on va se retrouver avec des mesures de lactate chez l'athlète qui vont être trop importantes, qui vont être supérieures à ce qu'on recherche en termes de développement de la VO2. Il faut faire attention, c'est que la VO2, c'est pas en faisant que de la très haute intensité qu'on va chercher. À un moment donné, la trop haute intensité, ça devient du travail glycolytique et on n'est plus sur des développements de la VO2. Si on prendrait un vrai schéma de la VO2, sur une vraie séance avec un analyseur, on devrait tomber sur des courbes de VO2 où la tête passe ses 90% de VO2, ensuite il récupère, il repasse, il récupère, il repasse, il récupère. Si à un moment donné on le fait monter, comme il le saturé, on va avoir un athlète qui derrière, ça va descendre, il va récupérer, et il n'arrivera plus à remonter. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà, il n'arrivera plus à fournir
l'intensité demandée. Donc souvent, on a des athlètes qui vont faire des 30-30, ça va commencer à 450, après 430, après 410, après 390 et ainsi de suite. La séance elle est nulle. Donc moi ce que je préconise sur le fond, et c'est un peu un truc qui est passé ces derniers temps, c'est qu'au lieu de jouer tout le temps sur le facteur intensité, il vaut mieux des fois étendre la durée des séries. Donc peut-être des fois au lieu de faire 10 fois 30-30 les intensités que vous pensez la bonne ou haute, faites 12 fois 30-30, 14 fois 30-30, 15 fois, 16 fois, 18 fois. Essayez d'étendre en fait le temps passé au-dessus de 90%, mais peut-être avec des valeurs un peu inférieures, que de vouloir taper très haut et où l'athlète en fait au bout de 8, il est plus dedans. Donc ça c'est vraiment un truc qui nous on utilise aujourd'hui avec les entraîneurs. Pourquoi? Parce que ça nous permet aussi de pouvoir définir, comme on discutait tout à l'heure, savoir définir si on veut que l'athlète fasse des récupérations complètes, si on veut une récupération incomplète, partielle, à moitié, à 75%. Donc avec cet outil-là, aujourd'hui, on peut déterminer avec précision, voilà, 1 minute à 360 watts, on sait que la personne elle accumule 0,6 de lactate, on sait qu'il y a 1 minute de récupération. Après c'est des calculs, hein. Voilà, c'est des calculs, c'est du travail, mais ça nous permet réellement de façon précise à chiffrer les différents intervalles d'entraînement et d'éviter d'envoyer des fois l'athlète sur des séances qui sont moins impossibles. Combien de fois il y a des athlètes qui me disent ces séances je ne l'ai jamais passé, mais l'entraîneur veut la passer. Donc en fait c'est des intensités qui sont beaucoup trop hautes. Ou sinon, étendez un peu la récupération, c'est pas un problème. Aujourd'hui c'est pas parce que on fait des 2 minutes, 6 minutes, 2 minutes, 6 minutes, 2 minutes, 6 minutes, 2 minutes à VO2, 6 minutes de récupération, qu'on n'est pas dans le domaine. Aujourd'hui 2 minutes de récupération, 6 minutes de récupération. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Vous pouvez jouer sur la puissance aussi de la récupération. Parce que aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est que atteindre 90%, atteindre 95% de VO2 avec l'intensité, c'est possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter la phase de récupération en augmentant la durée, ce qui va permettre une décroissance du plateau de VO2 qui va être plus lent. Et donc, vous allez pouvoir rester plus longtemps aussi dans la période au-dessus de 90% de VO2. Donc, il faut voir les choses sous différents angles et pas juste voir, voilà, VO2 c'est haute intensité, si je fais 2 minutes de travail c'est 2 minutes de récupération parce que 2 minutes après c'est trop. Non, il faut essayer vraiment d'ajuster en fonction des profils des sportifs. On est vraiment voilà, sur un paramètre aujourd'hui, l'individualisation d'entraînement elle est majeure et ça vous permettra d'aller chercher des gains qui sont beaucoup plus rapides. Des fois il y a trop de personnes qui me disent ouais non, là il fait plein de 30-30, il a augmenté sa puissance sur 30-30. Mais au final, on ne voit pas de gain. C'est normal, on n'est pas sur les bonnes zones certaines fois. Alors oui, il a augmenté ses watts sur ses 30-30, mais souvent c'est parce que c'est sa part anaérobie qui a pris un compte. Et oui, mais il saute du peloton. Bah oui, mais c'est normal, son seuil a baissé parce qu'il a fait augmenter sa VLA max. Donc du coup, il est encore moins bon dans le peloton. Et pourtant, le mec, on lui dit, ouais, mais il s'entraîne. Oui, il s'entraîne, c'est pas quoi, tout le monde. Il y en a plein qui s'entraînent énormément. Il y a énormément de champions d'entraînement, il y a énormément de personnes comme ça. Ce qui c'est qu'il y a des personnes qui font beaucoup ou que souvent on perd sur des choses parce qu'on veut leur demander trop, ça ne correspond pas au profil du sportif. Un deuxième point dont je voulais parler, c'était adapter la nutrition à l'entraînement et durant la course. Donc c'est les deux schémas que je vous avais présentés tout à l'heure. Avec, on se rappelle, la courbe là, de combustion max des graisses, la zone fat max ici, donc ça correspond vraiment à la phase haute, ça correspond à une zone d'endurance, hein, la zone. Et ensuite, la consommation des glucides. Et donc là, c'est la même chose. Aujourd'hui, en fonction du type d'athlète, donc là on a deux athlètes 80 kg, 60 de VO2, et on a un athlète à 0,4 de VLA max, un athlète à 0,7 de VLA max. Vous voyez clairement qu'aujourd'hui, sur deux athlètes comme ça, on ne peut pas utiliser la même stratégie nutritionnelle. On a un delta là de 42 grammes de glucides par heure. On a un athlète, on a un premier athlète qui consomme 42 grammes de glucides par heure de plus que l'autre. Donc si aujourd'hui on part sur un système où on se dit tout le monde prend 80 grammes de glucides, la course dans 2 heures, on va avoir un athlète où il y en a un qui va être en hypo et l'autre qui va être tout juste. Donc
c'est clairement aujourd'hui, en fonction des intensités, en fonction de la zone choisie, on peut définir des stratégies en disant, ben voilà, peut-être qu'à 250 watts, à peu près 250 watts, on sait que l'athlète consomme 100 grammes de liquide par heure. On sait qu'il a un stock en fonction de son poids, sa composition corporelle. On sait qu'on a un stock de glycogène de base qui évolue en fonction de la masse musculaire, tous les calculs. Aujourd'hui, INSA le calcul sur la base, on va sur le fichier. On connaît ce stock, on connaît comment il consomme. Aujourd'hui, c'est des mathématiques derrière, c'est de se dire, ok, la courbe dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, c'est de se dire, ok, bah alors là, il faut que tu puisses gérer 80 grammes, 60 grammes, 90, 100, 120, en fonction de l'intensité de la course, en fonction des capacités du sportif. Mais c'est quelque chose qui est pour moi important. Il y a le phénomène de la myogénogenèse. Ouais. C'est la synthèse du glucose à partir des apports non glucidiques. Ouais. On ne prend pas en compte. En tout cas, elle n'est pas prise en compte dans le calcul là. Parce qu'elle est différente chez tout le monde. Mais nous, je sais que là, avec l'INSA, ils n'ont pas pris en compte parce que c'est un paramètre qui est trop dépendant de cette façon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on part du principe qu'on a un stock de base chez chacun et qu'en fonction du profil de l'athlète, en fonction de ses capacités, de son profil de vie, on a une dépense énergétique qui va être plus ou moins grosse. C'est pour ça que si on faisait un calcul, on n'est pas sûr au gramme près que ce soit 41 grammes, 30 grammes. Donc ça c'est un des points qui est utilisé, peut-être plus sur des sports, on va dire, énergétiques, mais qui peut être pris en compte sur des sports typiques, sur les sports collectifs. J'aimerais bien avoir un jour un chiffre sur ça. J'avais demandé en Espagne si c'était fait. Aujourd'hui, il y a quasiment peu d'études qui sont faites sur qu'est-ce que prennent les sportifs pendant la compétition, encore, pendant le match, et combien en fait ils utilisent pendant tout le match. Sachant que c'est un sport avec énormément d'intervalles, donc c'est totalement différent de chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que pour la majorité, vu que déjà on ne peut pas se ravitailler tout le temps, on a 40 minutes, je pense qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour essayer d'arriver avec un niveau optimal avant le match, pendant la mi-temps, après post-match, c'est un autre pendant l'expérience. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes à faire, et je pense qu'on va essayer de nous noter avec le coach avant de là-dessus. Donc pour conclure, avant de faire les analyses, donc bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fond. Les plans d'entraînement qui sont génériques à un groupe d'entraînement, aujourd'hui on sait que ça ne peut pas fonctionner, que se baser sur des tests, un seul paramètre de test, on voit qu'il y a des erreurs quand même potentielles de mesure qui sont assez grosses. Donc de toute façon, vous travaillez sur un seul test, on va augmenter le risque de chance de justement détériorer la qualité de précision des zones d'entraînement spécifiques. Et un point qui est important, je pense que c'est d'éviter parfois le travail quantitatif comparé au qualitatif. Donc à chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit non mais nous, moi je fais du qualitatif. Tout le monde se dit faire du qualitatif. Le souci c'est qu'on se retrouve avec des athlètes ou des entraîneurs qui nous disent, quand on demande la définition de qualitatif pour eux, on n'est pas tous sur la même définition. La bonne définition pour nous du qualitatif, c'est réduire, on va dire, le taux horaire d'entraînement et de pouvoir optimiser le temps dans chaque zone d'entraînement. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend des entraîneurs qui nous disent on fait du qualitatif parce que quand je fais ma séance, c'est hyper cadré. Oui, mais le qualitatif, c'est sur une semaine globale. C'est pas juste demain que je vais faire une séance qualitative. C'est sur la globalité de sa semaine et la globalité de sa périodisation. C'est qu'à un moment donné, les athlètes aussi, quand je vois les top athlètes qui s'entraînent 4 fois par jour, là, franchement, ils ont intérêt d'être vraiment précis sur leur planification, parce que derrière, je vois combien de sportifs qui arrivent au bout de 6 mois, qui sont en surentraînement au pôle, parce qu'en fait, à un moment donné, 4 entraînements par jour, on multiplie ça par 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sachant qu'il y a les compétitions qui viennent se rendre compte. À un moment donné, quand on leur demande leur planification,
Ouais, on ne sont pas dans le qualitatif, mais on peut le croire quand même qu'ils sont quantitatifs. Quand il y a un entraîneur qui nous dit je fais du qualitatif, mais dès qu'elle a 10 heures de libre, elle va faire du sport. Peut-être pas tout à fait sur du qualitatif. Mais bon, après, c'est chacun son avis. Donc, bon, la recette miracle, il n'y a personne qui l'a jamais trouvée aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que c'est interpersonnel entre chaque sportif. Donc pour ça, nous, ce qu'on préconise, ce qu'on utilise, pouvoir définir le profil métabolique du sportif, ça va nous aider sur savoir quel type d'adaptation on va chercher à améliorer de façon prioritaire chez le sportif. Il y a des méthodes qui permettent de définir, c'est un prix, on peut utiliser plein de méthodes différentes. L'objectif pour nous, c'est d'avoir quelque chose qui, en 1 heure de temps, on a un profil, on peut dégager des zones, on peut déterminer sur quel axe majeur on va y aller. C'est de pouvoir créer un plan unique par sportif. Pourquoi unique par sportif? C'est qu'on voit 2 personnes, même 0,2, même DLA, même... Voilà, ça reste 2 personnes, la composition corporelle rentrera en compte. Donc on ne peut pas ranger les athlètes dans les mêmes zones parce qu'on a des capacités physiologiques qui sont similaires. Essayez, aujourd'hui 5 watts c'est 5 watts, 0,5 km/h pour tapis c'est 0,5 km/h. Et souvent on a trop limite à dire bah vous êtes proche, je peux peut-être faire les séances ensemble. Alors pour les athlètes c'est plus simple. Mais garder la basse intensité pour eux ensemble, c'est bien, ils peuvent faire les choses ensemble. Par contre, quand vous rentrez sur des choses vraiment spécifiques sur la haute intensité, il faut leur apprendre à ce que ça soit tout seul. C'est pas un problème. En compétition, ils sont tout seuls. Optimiser son temps d'entraînement. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en arrivant à optimiser un peu le temps de travail, les temps passés dans les zones, chez les cyclistes, en tout cas, de ce qu'on a travaillé, on arrive à réduire à peu près de 15 à 20% une fois le temps d'entraînement pour les mêmes gains. Je ne dis pas qu'on diminue sur 20% d'entraînement tout le temps, mais sur certains sportifs qu'on récupère, qu'on a en coaching ou dans les équipes, suivant les équipes qui sont, on les récupère, ils s'entraînent peut-être 20 heures par semaine, on arrive quand même à leur faire descendre des fois sur des 15 heures, 16 heures, 16h30, 17h on va dire, mais de façon stable et surtout pour les mêmes gains, et des fois ça leur permet juste de passer un palier parce qu'ils ont moins de fatigue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fatigue elle a un impact sur tous les paramètres, que ce soit sur la VO2, l'augmentation de la VLA max, mais également sur la détérioration à la fin de toutes les séances d'entraînement. Donc des fois il vaut mieux en faire un peu moins et bien faire que de vouloir en faire trop et à chaque fois être dans la mauvaise zone. Et après voilà, on va rester sur du qualitatif contre le quantitatif. Donc la base pour avoir de l'entraînement aujourd'hui, c'est de l'individualisation. On est tous d'accord, tout le monde a compris. C'est vraiment l'objectif numéro 1 et au niveau de toute façon, il n'y a plus d'autres possibilités que de l'individualisation vraiment majeure. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de laisser au hasard. On le voit aujourd'hui, tous les méthodes se resserrent dans n'importe quelle discipline, ça se joue vraiment sur des choses très légères. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a des nations qui sont vraiment en avance sur nous sur certains paramètres, on est en avance sur eux sur certains paramètres, mais je pense que voilà, il y a un gros point à faire sur ces parties. Donc ce que je vous propose, c'est que pour faire soulever à 5 minutes d'Hugo, je vais récupérer les données d'Hugo pour les analyser. Et après, on pourra discuter, si vous voulez, de ces résultats. Ce qu'il m'avait donné, son poids, sa taille. On a mis un pourcentage de masse grasse, on va dire, assez stable. On a laissé 15% parce qu'on ne l'a pas calculé exactement, mais je pense qu'on n'en est pas loin aujourd'hui. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus, on a sa représentation graphique. Ça c'est en gros, c'est le courbe qu'on a vu tout à l'heure sur les cyclistes. Quand on fait plusieurs tests à l'année, ça permet de suivre les différents paramètres, de voir en fonction du blog d'entraînement ce qu'il y a vu. Nous on va s'intéresser à cet autre de nouveaux schémas, mais qui veulent dire la même chose. Donc on retrouve les 6 paramètres majeurs avec sa valeur de VO2 max. Donc aujourd'hui calculé à 64,95. Donc clairement, comme il nous dit, c'était pas la meilleure période pour pouvoir faire un test max, qui reprend l'entraînement juste. Mais ça nous donne déjà une première valeur. Elle est calculée là. Elle est calculée. Sur base de quoi? Ça c'est les algorithmes. Ah, les algorithmes.
Alors- Les algorithmes, d'accord, mais les algorithmes derrière des formules, ça ne sort pas du ciel, les algorithmes. Ah non, ça sort pas du ciel, tu parles pas du Donc, ciel. non, mais vous disiez sur quoi? Sur les ports de 2030 à la fin, là 4 minutes? 4 minutes, ouais. Alors maintenant, alors non, mais ça c'est... Vous connaissez son niveau? Je pense qu'il a bien plus. Hein. 393 watts sur 4 minutes. Non, mais je pense qu'au max, il a bien plus. 393 watts sur... Actuellement, je pense que c'est plus ça. Hein, parce que Bon. là, si je fais une course, je pense que je la termine pas. Bon. Ok. Non, non, clairement, alors pour donner un truc, parce que Ça, c'est toujours, calculé, donc. c'est toujours un truc calculé, je dois être à mon peut-être 200e test, on en a vérifié, on va dire au moins 150 sur le fait entre une mesure labo et une mesure calculée, on est à environ entre 2 et 2,5% de différence, en sachant qu'en utilisant deux tests avec la même chaîne VO2 dans un laboratoire, on arrive à avoir des taux de différence qui sont supérieurs à 2,5%. Donc la répétabilité des erreurs de mesure elle est supérieure sur une machine que sur les Après, algorithmes. c'est pour ce que tu utilises comme appareil de mesure. C'est quoi vous utilisez pour. La chaîne VO2 du laboratoire, c'est une Cosmed. Enfin, Ah, c'est Medisoft. Non, Alors c'est ça, c'est français. Hein. non, c'est Medisoft. Oui, oui, mais. Nous, franchement, c'est exactement la même chose. Ouais. Quand ça a été mis au point, c'est donc Sébastien Weber qui l'a mis au point. Il a fait 2000 tests en laboratoire avant de pouvoir trouver les algorithmes qui permettent justement entre. Si on arrive à calculer la part du système anaérobie avec la valeur de lactatémie, on peut retranscrire la part du système anaérobie qui est mis en place. Après, c'est un calcul. Hein. Là, il est à 64, 95. Je ne pense pas qu'il soit à son poids de forme. Aujourd'hui, moi, ça ne choque pas sur un 4 minutes à 393 watts d'avoir quelqu'un à 64. Maintenant, c'est sûr qu'il perd 2 kilos, il est sur un truc, ça va largement passer au-dessus de 70. Ce qu'on sait, c'est qu'il est à 4 litres 6. Sa valeur de VLA max aujourd'hui, elle est mesurée 0,67, donc pas réellement sur un profil sprint, chose qu'on pouvait un peu se douter sur le fait qu'il a une montée lente, l'augmentation de sa lactatémie sur le dernier test. On a vu que dès les premières intensités, il commençait déjà à monter. À 280 watts, ce qu'on voyait, c'est qu'il montait. Et vous voyez, ça le montre ici sur la valeur de puissance au seuil, où aujourd'hui elle est calculée à 276 watts. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, à partir de 276 watts, il commence à créer du lactate. Valeur target. Ce qui correspond aujourd'hui à 74,9% de sa VO2 max, soit 75%, qui correspond juste à la différence entre sa VO2 max et sa VLA max, ce qui fait que cette valeur, elle est à 75%. Maintenant, on met en place une stratégie imagine, rapide pour pouvoir augmenter son seuil. On fait descendre sa VLA max, il passe plus à 280, il va repasser à 310 ou 320 watts. On a sa zone de fat max. Aujourd'hui, sa zone de fat max, elle est à 178 watts. On verra les zones par la suite. On a ses carbs max et ensuite on a le nouveau graphique qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est la quantité de glycogène disponible. Donc dans les stratégies nutritionnelles aujourd'hui par rapport à son poids, sa taille, son indice de masse grasse, ce qu'on retrouve ici, c'est qu'il a un stock de base de 421 grammes. Donc c'est à partir de ce chiffre-là qu'on va ensuite déterminer les apports, combien il va consommer et donc s'il va permettre de dire voilà, sur 3 heures de course à ces intensités-là, peut-être qu'il va falloir que tu prennes plus de glucides parce que aujourd'hui, avec ce 0,67 de VLA max, tu consommes énormément de glucides à des hautes intensités. Pour revenir sur les différents graphiques, si ça va bien. Voilà, donc ça on est sur les graphiques qu'on a vu tout à l'heure. Donc là on retrouve les différentes, sa demande d'énergie du système aérobie, sa demande d'énergie totale. Donc si on se place sur son système aérobie, on pourra déterminer donc là 64. On a dit en VO2 on a dit 60. Voilà, ça, tu vois, 370 watts. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait sur un trainer.
Maintenant, ça ne correspond peut-être pas à ce qu'il fait à l'année sur la course. Aujourd'hui, c'est ce qui est montré. Ce qu'on voit ici, c'est sa courbe de resynthèse du lactate, sa courbe de production de lactate. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, les zones de récupération, si on prend ces données, il devait être entre 100 et 140 watts en termes de récupération. Si je prends cette zone de 140-140 watts, là, on va dire qu'on est ici au maximum à 140 watts, parce qu'il ne peut pas ça sur ces zones. Et resynthétiser, donc lactate recovery, je ne sais pas si vous le voyez, on ne le voit pas ici. Ici, c'est marqué 0,54 millilitres minute, enfin, millimol par litre par minute. Pardon. Aujourd'hui, clairement, au lieu de lui faire récupérer à ces intensités-là, j'aurais dû lui dire, ok, tu roules à 180 watts, et là, on va dire que tu récupères plus 0,52, mais tu vas récupérer 0,58, 0,60. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Sauf que petit à petit, là, on a fait un effort d'une fois sur un effort max. Sur une longue séance, sur les choses, c'est les efforts répétés. À chaque fois, de redescendre plus bas en termes de lactatémie, ça sera toujours positif. Surtout qu'il peut le faire, c'était pas un problème pour lui. Aujourd'hui, on a sa puissance au seuil qui correspond ici donc à ces 277 watts. Et ce qu'on voit derrière, c'est que on a une montée exponentielle de sa lactatémie. Donc là, clairement aujourd'hui, avec la jauge, donc là on va le faire, vous voyez que on peut savoir quasiment au watt près quelle est son accumulation de lactate au niveau musculaire. Donc c'est à partir de là qu'on peut définir des temps limites. Si on dit aujourd'hui son lactate max c'était de 14,6 par exemple, si on fait 14,6 et on dit ben voilà, l'objectif c'est d'aller faire un 8 minutes pleine balle, ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui il est capable d'accumuler 1,82 millimol de lactate par minute. Et bien ce qu'on fait c'est qu'on va se mettre sur la courbe, on va regarder à 1,82, 80-82, aujourd'hui on sait qu'il est capable avec ce profil là de tenir pendant 8 minutes 350 watts. Si on lui faisait faire un test aujourd'hui ou demain, franchement, sur tous les tests qu'on a fait, il y aurait peut-être 3% de différence sur le truc. Il nous ferait peut-être 355 ou 345. Donc c'est réellement un outil qui va aussi nous permettre d'aller définir des stratégies, d'aller les tester, d'aller les comparer peut-être avec des PPR qu'on peut faire par la suite, de voir un peu comment les choses évoluent. Mais ça nous donne déjà une bonne approximation et un bon indice sur quelles sont les capacités max d'un athlète sur un intervalle de temps. On a bien sûr ces courbes là, les mêmes courbes qu'on avait, sa courbe de fat max, sa courbe de production. Donc par exemple, je ne sais pas c'est quoi les puissances moyennes aujourd'hui sur tes courses, durée de course et les puissances moyennes. Ça dépend de la course, ça dépend si je fais la course du début à la fin, mais si je prends une moyenne globale, je dirais entre 250. 250 ouais. Sur combien de temps? Bon, comme je dis, ça dépend de la course. Sur le Coupe de France. Coupe de France, ça dépend, parce que la dernière Coupe de France, on avait fait tout le temps. Elle faisait 4h15, 260, je vais vous dire, 250, 260 watts, ouais. Si on prend, on va dire, 255 watts, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en moyenne, sans jouer sur les variations de puissance qu'il peut avoir. À 255 watts, il a une consommation de glucides de 184 grammes par heure. On se rappelle tout à l'heure ce qu'on a dit, il avait 421 grammes de stock glycogène. Il peut tenir que 3 heures. Il pourrait facilement, sans apport glucidique de son côté, au bout de 3 heures terminer. Et on ne prend pas en compte que c'est un facteur exponentiel. On prend une moyenne. Si dedans il a une montée d'un col et que le col il se monte à 310 watts pendant 1 heure, parce que c'est un long col ou je ne sais pas quoi, un long col, par exemple là 300 watts sur 1 heure, sur un col, d'une heure, à 300 watts, s'il monte un col 297 watts, c'est 310 grammes par heure. Donc on voit aujourd'hui la consommation des glucides, la quantité qu'il faut pour pouvoir fournir l'énergie. Et que si à côté on ne lui redonne pas ce qu'il a besoin,
on comprend mieux pourquoi en fait au bout de 3h ou 3h30, il y a des cyclistes aujourd'hui ou des sportifs qui s'éteignent. C'est juste qu'à un moment donné, la seule solution pour le corps, c'est de réduire la vitesse. L'intensité va réduire et puis on va se mettre dans une allure. On va aller jusqu'au bout pour finir. Et pour finir, on va regarder le tableau de zone d'entraînement. Donc les nouveaux tableaux qui ont été mis en place. Et pour vous montrer qu'aujourd'hui, ils sont totalement personnalisables. C'est-à-dire que là, c'est un des exemples que moi j'ai utilisé, qu'on utilise avec le Krebs. Mais c'est vraiment aujourd'hui, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez calculer les choses sur n'importe quelle base. Donc c'est se fier par rapport au pourcentage de la VO2, se fier par rapport à votre puissance au seuil, se fier par rapport à votre puissance de PMA par exemple, enfin votre VO2. Enfin voilà, il y a un ensemble de possibilités qui est fait. On n'est pas là pour restreindre la personne ou lui dire voilà, ça c'est les zones, les nouvelles zones. Non, vous pouvez utiliser ce que vous avez l'habitude de faire. Par contre, le seul paramètre qui change, c'est qu'on remet les zones en fonction de vos capacités et non pas d'une capacité. On prend vraiment les capacités globales, même si tous les paramètres, il y a des paramètres qui sont calculés par les algorithmes qui font qu'à partir du moment qu'on connaît 2 paramètres, on peut reconnaître la troisième. Aujourd'hui, connaître les capacités glycolytiques, connaître la puissance au seuil du sportif, on peut redéfinir la part aérobie, donc on peut définir la VO2 max et inversement. Et en fait, c'est un calcul aujourd'hui, un chemin croisé qui permet aux algorithmes de trouver le meilleur rapport pour que les 3 paramètres majeurs concordent. Et c'est là aussi qu'il y a un paramètre qui vient rentrer en compte, c'est que si dans vos erreurs, si vous créez des erreurs de potentiel de mesure sur les mesures de lactate pendant le test, vous verrez que Insight vous mettra en fait une marge d'erreur et vous dira non, là il y a un problème sur votre test parce que il y a un des paramètres qui ne va pas. Si à un moment donné vous loupez sur le test max, l'athlète il monte à 7 alors que juste avant le test il était monté à 8 sur un effort sous max, il y a un problème. Sauf que vous verrez, c'est des questions qu'on a régulièrement sur les trucs en disant ah mais là il est monté à 9, sauf qu'il y a 150 watts d'écart ou 100 watts d'écart entre les 2 tests, c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Donc après, c'est sûr que vous pouvez vous retrouver avec des zones des profils qui sont pas bons. Sauf que ça veut dire que vous aurez accepté le message d'erreur qui vous dit que vous avez un problème sur vos mesures de lactate. C'est pour ça que c'est réellement important d'y faire attention sur ces trucs-là parce que c'est là-dessus que vous allez jauger le reste. Après, vous pouvez très bien rajouter la mesure de la VO2. Hein. On aurait très bien pu mettre l'analyseur VO2 sur l'athlète et faire le comparatif entre mesure avec VO2, mesure sans VO2, mais ça aurait fait la même chose. Aujourd'hui, le nombre, la batterie de tests qui ont été faits en termes de cyclisme montre qu'on n'a aucun souci. Ça a été un des protocoles d'études l'année dernière d'un master au Krebs. On a refait exactement ce que j'avais fait moi en master 2. Répétabilité des mesures en mettant des erreurs potentielles de mesure à l'intérieur sur la valeur aussi des erreurs potentielles qu'on a là-dessus, parce qu'on en a aussi là-dessus, des erreurs potentielles. Aujourd'hui, on retombe sur, vraiment, là, la dernière étude, sur 12 athlètes, on est à 1,3, je crois, % de marge d'erreur sur la VO2. Donc, moi, j'ai aucun problème aujourd'hui avec ce système de... Ah, voilà, ça c'est... donc on en revient comme tout à l'heure avec les différentes zones de recovery, de l'endurance de base, la zone médio, la zone fat max, la zone aérobie, enfin l'anaérobie avec sa zone de seuil, sa zone d'aérobie max. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on a les zones pareilles en termes basses, en termes hautes, en termes targets. On l'a ici en pourcentage de la VO2 max, mais on a aussi à ces intensités-là, à la intensité target, la quantité de lactate accumulée. On pourrait avoir aussi la quantité de lactate resynthétisée aux intensités plus basses. Tout ça, en fait, c'est aujourd'hui possiblement modifiable. Vous pouvez créer en fait un ensemble de templates de zones d'entraînement qui vous correspond en fonction des disciplines, que ce soit pour un sprinter, que ce soit pour un fondeur. Vous pouvez créer en fait l'ensemble. Voilà un des exemples
les zones selon Kogan de façon simplifiée, zone de récupération active, une zone d'endurance, une zone tempo, la zone de seuil, la zone de VA max et la zone d'anaérobie. Donc vous voyez que aujourd'hui vous avez l'ensemble de ces possibilités-là qui vous permet par la suite de mieux comprendre ce tableau-là, parce que c'est clairement ce qu'on va donner aux entraîneurs et c'est ce qu'ils vont utiliser majoritairement. On fait un bilan, moi je fais un bilan avec les entraîneurs en disant voilà la VO2, voilà la VA max, voilà les choses. On fait des simulations virtuelles un peu de savoir quels paramètres on va augmenter chez quel sportif. Mais derrière, ce que va utiliser l'entraîneur et ce que va utiliser l'athlète, ça va être clairement ça. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement définir avec l'athlète, surtout déjà avec l'entraîneur, qu'est-ce que l'athlète souhaite voir sur ces tableaux d'entraînement. Là, les zones, elles sont établies comment? À partir de comme Kogan ou c'est... Là, elles sont établies comme Kogan, celle-ci. Là, c'est vraiment, ils ont repris, ça a été une demande, ça c'était même pas une demande du club, c'était une demande d'une des structures qui avait demandé de reprendre exactement les zones selon Kogan. Nous, on n'utilise pas celle-ci, mais c'est calculé exactement de la même façon que Kogan à partir des données que sont données de sortie de l'INSEE. Donc voilà aujourd'hui ce qui est possible de mettre en place en termes de suivi. L'objectif c'était de pouvoir vous présenter ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on met en place avec le CREPS et de voir aussi peut-être apprendre des nouvelles notions, surtout en termes de la valeur de VLA max qui reste aujourd'hui une des valeurs majoritaires et qu'on va en entendre parler de plus en plus parce que dans de nombreuses disciplines, et c'est surtout en fait une valeur qui est utilisée au haut niveau mais qui arrive au niveau amateur. Mais je pense que vous en entendrez parler de plus en plus. Et je pense que c'est cette valeur-là maintenant qu'il faut commencer à regarder et éviter de tout le temps regarder cette valeur de VO2 parce que ça veut tout et rien dire suivant les disciplines. Mais je pense que c'est toujours intéressant de l'avoir vu, de pouvoir le comprendre. Voilà.